My name is Bond. James Bond. The name is Bond. James Bond. Bond. Start ringing. James Bond. The name's Bond. James Bond. Name? Bond. James Bond. James Bond, c'est terminé, en tout cas tel qu'on le connaît, produit par la société Eon Productions, qui signifie d'ailleurs Everything or Nothing, avec à sa tête Barbara Broccoli et Michael J. Wilson. En 2022, Amazon a racheté la MGM, sa société mère, et en 2025, nos deux héritiers ont définitivement vendu leurs droits d'adaptation sur l'œuvre littéraire de Ian Fleming. Une page se tourne donc, et je ne vais pas en profiter pour vous dire que la prochaine risque d'être catastrophique avec les algorithmes prétendument humains qui dirigent Amazon. Pas le genre de la maison d'être pessimiste. Non, à la place, j'avais plutôt envie de rendre hommage à la saga Bond, une série qui existe depuis 1962 et qui a pourtant eu moins de films que le MCU en 13 ans. Le tacle au MCU... c'est fait. Elle est centrée sur l'agent secret du MI6 le plus célèbre du monde, incarné à travers le temps par différents acteurs. Sean Connery, George Lazenby, de nouveau Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et enfin Daniel Craig. 6 acteurs au total, sans compter ceux qui l'ont incarné dans d'autres productions que celles d'Eon, comme Barry Nelson, David Niven ou encore Sean Connery. C'est pas un concours, Sean. Un seul personnage, James Bond, l'agent britannique 007, froid mais élégant, violent et solitaire, charmant mais égocentrique. Pourtant, en revoyant la carrière de Daniel Craig, celle qui pour le moment conclut la série, un sentiment émerge toujours, une idée absurde mais tenace. Et si Daniel Craig avait en réalité incarné 2 James Bond différents ? Avant toute chose, je prends pas l'habitude de le faire, mais ça me paraissait important ici, on va spoiler grave les 5 films de Daniel Craig, donc si vous ne les avez pas vus, et que la vidéo vous intéresse, allez les voir et revenez mater la vidéo. Et si vous en fichez de ces films, franchement c'est super sympa de rester sur cette vidéo, donc je suis très flatté, merci. Réalisé par Martin Campbell, déjà aux commandes sur GoldenEye, Casino Royale sort en 2006 et nous met face à un renouveau sur plusieurs strates. Déjà parce qu'on a le droit à un nouvel acteur, Daniel Craig, pour incarner 007, mais aussi parce que c'est la première fois qu'Eon peut adapter Casino Royale, après avoir cherché à récupérer les droits pendant des années. Un symbole fort puisque ce roman n'est pas juste une histoire parmi tant d'autres, mais le premier de Fleming à mettre en scène le personnage de James Bond en 1953. Quitte à adapter cette première aventure, et en plus avec un nouvel interprète, autant donc s'en servir comme tremplin vers une nouvelle direction. Mal reçu par la critique, le dernier Pierce Brosnan meurt un autre jour était un festival de clichés bondiens, avec des plans de méchants absurdes et des gadgets à gogo. Je me remettrai jamais du plan du méchant qui enferme Halle Berry dans un palais de glace pour ensuite le faire fondre grâce à un satellite pour la noyer. C'est trop bien. Il arrivait malheureusement dans une époque post-11 septembre qui a clairement redéfini le genre action. Il suffit de voir l'atmosphère et la réalisation de la saga Bourne pour le saisir. Ce sera d'ailleurs une source d'inspiration évidente pour le renouveau de James Bond en 2006. Une mise en scène plus proche des personnages, parfois en shaky cam, et des poursuites et des combats plus viscéraux. Le ton de Casino Royale se veut donc plus réaliste, plus sombre, plus sérieux que dans les derniers films. On perd également la présence des gadgets ainsi que les grands méchants grandiloquents. Ici, le chiffre principal antagoniste est simplement un actionnaire qui s'enrichit à la bourse en planifiant des attentats contre des grandes entreprises. L'ambiance opère donc une rupture avec celle habituelle, et c'est évidemment exacerbé par la déconstruction constante des codes de James Bond. Bon, il doit déjà y avoir 250 vidéos sur YouTube sur le sujet, donc pour résumer, le film prend un malin plaisir à détourner nos attentes et nos habitudes sur la saga. Ce n'est pas une James Bond girl qui sort de la plage en bikini, mais Bond lui-même, pas en bikini. Il ne couche d'ailleurs pas avec la femme qui l'admire dans cette scène et quitte leur soirée romantique dès qu'il a obtenu les informations recherchées. La poursuite en Aston Martin est désamorcée à peine lancée, il commande un cocktail avec gay dans le nom, et puisqu'on parle de cocktail... Vodka martini. Shaken and stirred. Do I look like I give a damn? Il y a tout plein d'exemples dans le genre, et ça en fait un film franchement savoureux quand on connaît un peu les codes. Cependant, s'il s'agit bien d'une déconstruction, ce n'est pas gratuit, c'est pour derrière reconstruire un nouveau James Bond. Car bien qu'il partage son nom avec les précédentes itérations, ce James Bond est plus émotionnel.
S'il cache bien ses sentiments derrière une certaine froideur, c'est un personnage dont on voit bien plus les failles. Véritable tête brûlée à l'ego fragile mais important, on lui rappelle d'ailleurs tout au long du film, on a du mal à le définir comme élégant. Il rechigne à porter un costard et est même plutôt rustre tant dans son comportement que physiquement. À ce propos, les scènes d'action sont effectivement plus viscérales, bourrines, et lui-même s'en prend plein la gueule. Il est d'ailleurs bien plus vu comme un assassin du gouvernement plutôt qu'un espion. Même s'il faut admettre que aucun James Bond n'a jamais été très doué en infiltration, bon bah lui non plus. Hein. Tout ce que je vous décris, ça en fait pas du tout un personnage aimable, mais par contre ça le rend bien plus humain que le mythe improbable des précédents films. C'est un personnage bien plus intense, dont l'incarnation de Timothy Dalton, déjà plus sombre que ses comparses à l'époque, pouvait s'approcher, mais celui-ci restait dans un cadre très James Bondien. On s'identifie bien plus à Craig aussi parce qu'on lui reproche constamment son comportement. Sa violence et son ego lui sont jetés à la figure par le personnage de Vesper, incarné par Eva Green, vraie romance du film, qui va petit à petit percer ses défenses et humaniser encore plus ce Bond, qui décidera brièvement d'abandonner sa carrière de tueur. La trahison de Vesper et surtout sa mort annuleront toute forme d'évolution de notre héros, qui retournera au MI6 en réenfilant sa carapace. A la base, on sent bien que ce personnage écrit différemment et cette déconstruction du mythe était censée servir d'origin story. La fin incroyablement iconique où le thème principal se lance véritablement en accompagnant la réplique culte du nom illustre parfaitement cette idée. Les origines sont posées, la suite pourra reprendre une formule classique. The name's Bond. James Bond. Mais le faut-il vraiment ? En 2008, donc 2 ans après Casino Royale, Quantum of Solace, le film suivant, décide de répondre non à cette question. C'est un film qui repousse cette idée d'origin story pour continuer à développer son personnage. La raison principale est évidente pour la production. Casino Royale a rapporté de l'argent, on continue. Pourtant, paradoxalement, je trouve ce second film plutôt courageux de partir dans cette direction et d'assumer son personnage plus sombre, toujours très éloigné de celui d'un Pierce Brosnan par exemple. L'aspect réaliste et terre-à-terre du précédent film est exacerbé, et même les environnements traversés sont loin du glamour chic de la série. Tandis que l'intrigue sert quasiment d'épilogue à Casino Royale, avec un Bond complètement dans le déni, qui refuse d'admettre qu'il est en deuil. Il suit son enquête qui le mène sur les traces de l'organisation Quantum comme un prétexte pour se venger et éliminer froidement ses ennemis. La traînée de cadavres qu'il laisse sur son passage en fait même un agent hors de contrôle que le MI6 se doit d'arrêter. De nouveau, le film ne glorifie pas son héros qui finira par accepter son deuil à travers la vengeance d'une autre femme, Camille Montes, et le pardon à travers Matisse, un personnage qui a lui-même souffert par la faute de Bond dans le précédent film. Presque radical, avec un personnage aussi instable que la caméra de Mark Foster, Quantum of Solace est un film finalement assez curieux. Assez peu plaisant en tant que film d'action, il résonne comme une œuvre méta autour de ce monde, plus sombre que jamais, incapable de tourner la page, de la même façon que le film est incapable de tourner celle de Casino Royale. Aujourd'hui, c'est clairement le film le moins bien considéré de la saga, et moi-même j'aurais préféré qu'il soit honnêtement plus radical dans sa descente aux enfers. Malgré tout, je l'apprécie pour cette continuité logique avec le précédent film, parce que j'ai conscience, comme le film, que c'est sûrement le James Bond le plus intéressant de la saga. Malheureusement, on ne va pas le revoir pendant un bon moment. Bond, I need you back. I never left. Alors que Quantum of Solace est sorti tout juste 2 ans après Casino Royale, il faudra attendre 4 ans pour voir Daniel Craig rendosser le costume de l'agent secret avec Skyfall en 2012. Une année importante pour la licence étant donné qu'elle fête ses 50 ans. On peut aussi mentionner la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres où Daniel Craig se prêtera au jeu d'accompagner la reine Elisabeth dans un saut en parachute. Toujours est-il que Skyfall a été pensé avec cet anniversaire en tête et représente donc une sorte de film célébration de l'agent britannique. Cette fois-ci réalisé par un Sam Mendes qui a déjà travaillé avec l'acteur dans Les Sentiers de la Perdition. Ainsi, c'est là aussi un film qui joue énormément avec les codes de 007. Cette fois-ci non pas pour les abattre, mais les célébrer. Il met en scène un James Bond vieillissant dont la pertinence dans un monde contemporain est sans cesse remise en question. Il s'amuse donc à alterner entre esthétique rétro et moderne, réintroduisant petit à petit tous les symboles de 007. Q et ses gadgets, le flirt avec Moneypenny, l'Aston Martin, pour finalement revisiter le manoir Skyfall où l'agent aurait grandi, élevé par son majordome avant de perdre ses parents et de devenir la nuit, la vengeance. Non, attendez. Skyfall est un film réussi. Les scènes d'action nous font oublier les errances de Quantum of Solace, notamment grâce à une course-poursuite d'introduction remarquable à Istanbul,
Les dialogues sont amusants, incisifs, et la photographie propose des plans de dingue, grâce au légendaire chef opérateur Roger Deakins. Et pourtant tout est plus lisse. L'aspect moderne n'est jamais réaliste avec le vilain Silva, incarné par un Javier Bardem qui s'amuse mais s'inscrit dans un registre de Joker à la Nolan, vu et revu à ce stade. Quant à cette esthétique fabuleuse, elle est aussi très impersonnelle, comme si c'était un film de chef opérateur mais qui n'a pas de réelle consistance narrative. Ce n'est plus juste le personnage qui est froid, mais le long métrage dans son entièreté. Daniel Craig y joue un James Bond qui l'est froid. Un personnage qui n'a plus aucun sentiment. Pas simplement parce qu'il se protège avec une carapace émotionnelle, non, il n'en a plus besoin, il ne se laisse jamais décontenancer, a une répartie prête à chaque instant, il n'est plus du tout sanguin, complètement détaché de tout ce qui arrive. C'est même assez amusant de voir le vilain Silva essayer de le convaincre que M l'a trahi face à une machine qui n'a aucune hésitation. Plus rien n'est personnel, même quand il retourne sur le lieu de son enfance, c'est avec énormément de détachement. Quasiment rien ne le concerne directement dans l'histoire, et le peu d'éléments vraiment personnels représentent son passé, jamais le présent. Et à côté, il se découvre, en pleine action, des mimiques classes qu'il n'avait jamais eues auparavant. Comme s'il incarnait finalement James Bond. Mais pas lui. Plutôt lui. Pas lui, mais lui. Et un peu lui aussi. Daniel Craig incarne enfin le mythe James Bond et pas le James Bond humain qu'on a vu jusqu'ici. C'est même quasiment un argument marketing à ce point. En tant qu'œuvre anniversaire, le film laisse sous-entendre que le 007 qu'on y voit est celui qui a vécu 50 ans d'aventure cinématographique. Une idée abstraite qui n'est jamais clairement exprimée, mais qui se ressent parfaitement. Ce n'est donc pas un hasard si Daniel Craig reprend une gestuelle des précédents acteurs. Ça me semble normal de réintroduire certains codes de la franchise arrivé au 3e épisode de Craig, mais pour cela il abandonne son propre Bond. Ça donne l'impression de voir ces derniers jeux Activision, GoldenEye ou 007 Legends, qui nous font revivre des anciens films, mais en foutant la gueule de Craig par-dessus. À la base, je voulais mettre de l'eau dans mon vin, me mettre d'accord sur le fait que, oui, en fait, ces deux James Bond ne sont pas forcément incompatibles, que le deuxième pourrait être la version future du premier, mais en fait, je le ressens vraiment pas comme ça. Pour moi, c'est deux personnages vraiment différents. Sa façon de se battre est trop bourrine dans les deux premiers films et trop clean dans les suivants. Chaque coup semble lui laisser une marque dans Casino Royale, tandis qu'il ne s'épuise absolument jamais dans Skyfall. Il cache une hargne évidente quand il découvre le corps sans vie de l'agent Strawberry dans Quantum of Solace, et fait une blague quand Séverine se fait descendre dans Skyfall. C'est juste pas du tout le même personnage en fait. Et je pense que celui de Skyfall est un peu un psychopathe. Ok, j'exagère. Mais est-ce que j'exagère ? Honnêtement, le personnage de James Bond, la figure mythique, c'est un peu un psychopathe. Hein. C'est un personnage qui couche avec tout ce qui bouge, un agent secret beau gosse qui n'a aucune émotion, qui tue à tour de bras, et qui n'est passionné que par sa voiture, ses smokings et ses boissons. S'il existait vraiment, je pense qu'on aurait un documentaire Netflix pour décrire ses agissements en tant que tueur en série. Mais je digresse. Tout ça pour dire que j'ai du mal à associer ces deux personnages incarnés par Craig. Les deux premiers films se terminent sur un homme franchement brisé psychologiquement, même si la fin de Quantum laisse penser qu'il va aller de l'avant désormais. Le James Bond de Skyfall est un peu épuisé physiquement au début du film, mais c'est à peu près tout. Il n'est absolument pas troublé psychologiquement, et c'est pareil dans Spectre, le film suivant, il n'a rien de brisé. À part la jambe de Daniel Craig. C'est pas sympa. So, 007. Lots to be done. Are you ready to get back to work? With pleasure, M. With pleasure. Comme Quantum of Solace, Spectre est un film étrange. Il s'inscrit dans la continuité de Skyfall et Sam Mendes rempile à la réalisation. Mais la production a été très compliquée. Et le fait que Daniel Craig joue avec une jambe cassée n'a pas dû aider. Honnêtement, ça se ressent pendant le visionnage, notre espion se ménage pas mal dans ses cascades, et la plupart des scènes d'action se déroulent en véhicule. Ça reste un film plutôt rigolo, notamment parce qu'il épouse désormais totalement les codes de la saga après les avoir réintégrés dans Skyfall. On a donc droit à une longue scène en Aston Martin, qui a en plus quelques gadgets, le retour d'un méchant de la grande époque, Blofeld, très théâtral, incarné par Christophe Waltz, une séance de torture élaborée, des poursuites grandiloquentes et un repère de vilain qui se situe dans un cratère de météorites. Le film est plutôt amusant et rétrospectivement, c'est pas plus mal qu'il y ait au moins un film de l'ère Craig qui s'intègre finalement parfaitement dans l'esprit 007 dans toute sa gloire. C'est d'autant plus logique qu'on retrouve ce fameux James Bond de Skyfall, celui iconique et un peu psychopathe,
Malheureusement, là où Spectre s'effondre totalement, c'est dans son désir de soudainement créer une continuité entre les 4 films. Une idée absurde puisque les précédents films n'ont jamais été pensés ainsi, et qui est donc risible dans ses explications. On essaye de nous faire croire que Blofeld est le vrai responsable de la mort de Vesper, Vesper qui s'est plus ou moins suicidé dans une cage d'ascenseur dans un bâtiment qui s'effondrait à Venise. Ok, je me moque, c'est gratuit, j'ai bien compris que le concept de Blofeld c'était de nous faire croire qu'il était à la tête de tous les méchants de James Bond. Sauf que c'était déjà l'idée de Quantum en fait. C'est un peu redondant, mais inévitable en implémentant une continuité au chausse-pied. Mais outre l'absurdité de ce choix, ce qui me gêne le plus, c'est que tous les événements ou les personnages du passé évoqués, ils n'ont rien à voir avec ce James Bond. Franchement, c'est à peine s'il sait de quoi on parle. Hein. Par exemple, Spectre met en scène des retrouvailles entre Bond et Mr. White. Pour le coup, le vrai responsable de la mort de Vesper si on doit en désigner un. Un homme qu'il passe l'intégralité de Quantum of Solace à retrouver sans succès. Cette rencontre est donc censée être un moment fort, et même si la scène est relativement efficace, c'est encore un James Bond sans émotion qui est face à Mr. White. On a l'impression qu'il s'en fiche, que ça ne l'atteint pas, mais vraiment pas du tout. Tous les échos au passé sonnent donc faux, pas juste parce qu'ils sont incohérents, mais parce que notre agent reste de marbre face à eux. En fait, le film s'est juste trompé de James Bond. Spectre est dans l'ensemble un film extrêmement froid, émotionnellement très détaché, plus encore que Skyfall. Comme si personne n'était véritablement investi, du réalisateur aux acteurs, et ce n'est pas le coucou de Christophe Waltz qui suffit à amener de la personnalité à l'ensemble. C'est un véritable paradoxe, puisque le film essaye justement d'être plus personnel. C'est d'ailleurs la première fois depuis Casino Royale que la saga retente une vraie romance, cette fois-ci entre Bond et Madeleine Swann, subtile référence à Proust, incarnée par une Léa Seydoux dépossédée de son âme. Et ne pensez pas que je vais gratuitement me moquer de cette actrice, je n'ai rien contre elle. Elle livre cependant ici une performance assez fade au niveau de ses camarades, puisque personne ne semble avoir d'alchimie dans ce film. Cette contradiction entre écriture et ressenti explose lorsque Madeleine déclare aléatoirement qu'elle est amoureuse de notre agent secret. Ça sonne faux et ça vient appuyer un autre argument qui permet de distinguer ces deux James Bond, le traitement des personnages féminins dans ces films. Look, there are 2 of you. 2 Jameses. Lucky me. Bon, en général, les femmes dans James Bond, c'est un peu compliqué. Dink, meet Felix Leiter. Hello. Felix, say hello to Dink. Hi, Dink. Dink, say goodbye to Felix. Man talk. Ok, en fait, non, c'est pas compliqué. La saga James Bond est misogyne. De Sean Connery à Pierce Brosnan, les femmes sont traitées comme des trophées, et quand elles n'incarnent pas le cliché de la femme en détresse, c'est pour suivre celui de la femme fatale. Le simple terme James Bond Girl, que j'ai moi-même utilisé, illustre bien le problème d'une écriture qui réduit constamment ses personnages à des objets. Dans le début de l'ère Craig, c'est un peu mieux. Je vais pas vous faire croire que Casino Royale et Quantum of Solace sont des pamphlets féministes hyper engagés. Casino Royale reprend même ce cliché de la femme sacrifiée par le scénario pour graver un traumatisme chez le héros masculin. Mais toujours est-il qu'en 2006, dans le monde du blockbuster, ce n'est pas si mal. Par exemple, c'est 1 an avant Transformers, et non, je ne vais pas illustrer par un extrait de Transformers. Dans leur volonté de bousculer les codes de la franchise, Casino Royale et Quantum of Solace se démarquent donc aussi un peu du reste de celle-ci sur les personnages féminins. Le personnage d'Eva Green, Vesper Lynd, n'est pas une potiche, sa première rencontre avec James est un duel de psychanalyse qu'elle remporte aisément, son personnage est respecté et traité avec la même humanité et noirceur que le reste du film. Même la révélation de sa trahison ne la transforme pas en femme fatale, mais comme un personnage dans une impasse, qui a finalement plus de cartes en main qu'on ne le pensait. Les cartes comme au poker, sauf que du coup là, ce serait de la triche. Du côté de Quantum of Solace, le principal personnage féminin est celui de Camille Montes, jouée par Olga Kurilenko, qui n'a malheureusement rien de bolivienne alors qu'elle est censée l'être. Elle n'est motivée que par sa quête personnelle de vengeance et ne voit en Bond qu'un moyen d'atteindre son but. Malgré un baiser d'adieu entre les deux qui n'a rien de fougueux, il n'y a aucune romance entre deux. C'est sûrement l'un des personnages secondaires les plus indépendants de Bond. Ça n'empêche pas 007 de manipuler certaines femmes dans ces 2 films, de s'en servir pour sa mission ou comme distraction. Sauf que les films ont conscience de ce problème, et ces 2 personnages incarnés par Katrina Murino dans Casino Royale et Gemma Arterton dans Quantum finissent assassinés, illustrant l'absence totale de professionnalisme de notre agent secret. Son traitement des autres a des conséquences désastreuses et ça lui est reproché. It was green. No doubt, but why? It's just misdirection. I mean, why her, Bond? She was just supposed to send you home. She worked in an office, collecting reports.
Look how well your charm works, James. They'll do anything for you, won't they? Du côté des deux films suivants, Skyfall et Spectre, si je peux évidemment comprendre qu'on apprécie plus leur traditionnalisme par rapport au début de Craig, impossible de ne pas aussi y voir une sacrée régression dans le traitement des personnages féminins. Dans Skyfall, Séverine, incarnée par Bérénice Marlowe, est tuée sans que personne ne soit ému, après avoir rempli sa fonction, entre guillemets, coucher avec 007 et l'amener à Silva. It's a waste of good scotch. Énorme, connard. Elle ne sera jamais mentionnée à nouveau dans la suite du film. Dans Spectre, le rôle de Monica Bellucci, Lucia Sciarra, est traité exactement de la même façon, à la différence près qu'elle ne se fait pas tuer. Elle couche avec Bond après avoir échangé 2 phrases avec lui, il obtient les informations qu'il souhaite, et le film s'en débarrasse. Ces deux films ont vraiment une sorte de dédain des personnages féminins et une complaisance dans leur traitement qui se résume au sexe, au flirt et à maman. On peut difficilement faire plus masculin comme écriture. Ainsi impossible de croire à l'histoire d'amour avec Madeleine, avec aussi peu d'alchimie entre les acteurs et une romance aussi superficielle. Les deux personnages se sont parlé 2 fois dans des moments calmes, et soudainement ils s'aiment. On y croit autant que dans le jeu Fahrenheit. Une comparaison extrêmement spécifique, mais ceux qui savent, savent. On pourrait s'arrêter là sur cette idée que Daniel Craig a incarné 2 James Bond différents, l'un émotionnel, humain et violent, tandis que l'autre est plus proche des précédentes incarnations, froid, efficace et détaché. 2 personnages dont les caractères différents influent sur le ton des films, jusque dans leur traitement des personnages secondaires. On pourrait s'arrêter là, mais il existe un 5e film. No Time to Die, sorti en 2021, qui signe la dernière aventure de l'ère Craig, et à ce jour le dernier film 007 tout court. Pas le temps de mourir, comme il n'a tristement pas été nommé en français, s'approprie lui aussi cette idée d'une continuité entre les 5 films, et commence même peu de temps après les événements de Spectre. Il s'ouvre donc sur la suite de la romance entre Madeleine et Bond, reprend même l'organisation Spectre comme antagoniste pendant une partie de l'aventure, et fait revenir tous les personnages introduits depuis Skyfall, sauf un qui n'est pas tout à fait le même. I miss you. Vous voyez où je veux en venir ? C'est lui, c'est le James Bond de Casino Royale et Quantum of Solace. Pas lui, vraiment lui, pas lui, ok j'arrête. L'introduction de No Time to Die n'est pas juste brillante en tant que scène d'action, même si elle l'est, mais justement parce qu'elle ne tombe pas dans la facilité de se débarrasser des éléments encombrants du précédent film. Elle s'en sert au contraire pour remettre en avant le personnage de Bond fracturé, autodestructeur et incapable de refaire confiance. Soudainement, cette continuité introduite par Spectre est bien plus forte, car plus émotionnelle. Le Bond de cette dernière aventure est lessivé moralement, ce qui est une image bien plus impactante que l'épuisement prétendument physique de celui de Skyfall. D'autant plus qu'on sent désormais bien le poids des années sur les épaules de Craig, qui porte le rôle depuis 15 ans à ce stade. Tous les éléments de Spectre sont ici plus intenses, que ce soit la romance que notre héros gâche avec Madeleine ou la confrontation avec Blofeld. Cette dernière met en scène un Christophe Waltz meilleur que dans tout le film d'avant, alors qu'il n'a qu'une seule scène, parce qu'il prend l'ascendant sur un James Bond instable. Celle-ci se conclut sur la mort accidentelle du vilain, et même si l'idée des nanomachines tueuses est un peu grotesque, elle traduit littéralement le fait que tous ceux qui s'approchent de 007 finissent par mourir. Parce que, soyons clairs, si j'adore ce personnage plus humain de James Bond par rapport au Terminator de Spectre et Skyfall, je ne l'admire pas pour autant. C'est quand même un personnage incroyablement toxique, et à ce stade il le devient littéralement. Même si ce Daniel Craig semble infiniment plus proche de celui de Casino Royale ou Quantum of Solace, No Time to Die n'oublie pas pour autant l'idée abstraite de Skyfall qui laissait penser que c'était un personnage qui avait vécu 50 ans d'aventure. Les retrouvailles avec Felix Leiter font ici écho à cela et symbolisent parfaitement cette réconciliation des deux Bonds. Leurs échanges évoquent une amitié de très longue date, ce qu'on n'a absolument jamais vu dans les 2 premiers films de Craig, où Felix n'a qu'un tout petit rôle. Pourtant c'est bien l'acteur de ces 2 films, Jeffrey Wright, qui le rejoue ici comme s'il symbolisait lui aussi tous les Felix Leiter de la saga depuis 1962. No Time to Die a un respect absurde pour les 4 films qui précèdent, et assume totalement d'être un épisode de conclusion avant même d'être un épisode à part. Il signe même à plusieurs reprises un hommage au 007 de George Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté.
film à la qualité discutable, mais qui en son temps essayait aussi de se distinguer du reste de la licence. Le thème musical de cet épisode est entendu dans l'introduction, ainsi que la citation « Nous avons toute la vie devant nous », qui en est directement tirée. Le film se termine d'ailleurs en reprenant la chanson de Louis Armstrong nommée ainsi. Loin d'être un clin d'œil curieux, c'est une façon de souligner que depuis le début, le James Bond de Daniel Craig s'est inscrit en marge du reste de la saga. Et donc, comme Casino Royale, ce dernier film s'amuse de nouveau à détourner les codes en prenant le public à contre-pied, en offrant le matricule 007 à un autre personnage, en faisant travailler notre héros pour la CIA, en le faisant devenir très brièvement père, et enfin en le faisant mourir. Là encore, c'est parfois fait avec amusement, mais ça ne cesse de reconstruire le mythe, pas celui de l'éternel 007, mais cette fois-ci celui de Daniel Craig. Son James Bond a tout vécu, on voit ses premiers assassinats dans l'introduction de Casino Royale jusqu'à sa propre mort dans le dernier film. C'est une boule de regret qui a toujours fait le mauvais choix, qui a constamment essayé d'échapper à sa profession, sans succès, mais qui est capable de s'ouvrir à nouveau dans ses dernières heures. Et puisqu'on abordait également ce point dans le sujet, No Time to Die est aussi infiniment plus respectueux des personnages féminins. Non seulement le matricule 007 est donné à une autre agent, Noomi, incarnée par Lashana Lynch, femme noire pour faire rager les misogynes et les racistes, mais ce n'est pas juste un pied de nez. Le film assume ce personnage qui accompagne notre héros jusqu'au bout, sans jamais être dévalorisé face à lui. Le fait que ce soit à son initiative de redonner le célèbre numéro à Bond lui offre une identité humaine et réfléchie. À côté, le petit rôle d'Anna de Armas savoureuse en Paloma est proche de ces personnages féminins sacrifiés des précédents films qui servaient de ressort scénaristique. Comme elle n'apparaît que dans une séquence et disparaît à la fin de celle-ci. À l'exception près qu'on lui donne ici une scène d'action amusante, classe et sans la moindre once de romance entre elle et Bond, même si il tente bien un petit flirt. Enfin, Léa Seydoux, qu'on retrouve en Madeleine Swann, est un personnage bien plus classique de la saga, et elle se fait même enlever dans le dernier tiers de l'aventure. Elle symbolise pour Bond l'image d'une famille qu'il a abandonnée, étant donné qu'elle a eu une fille en son absence. Un rôle donc totalement dépendant de 007, qui est dommage, mais il faut cependant noter que l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne infiniment mieux ici. Le test de Bechdel n'est donc pas totalement réussi, ces personnages féminins gravitant toujours autour de James Bond, mais il y a quand même une nette amélioration. La présence de Phoebe Waller-Bridges au scénario, donc créatrice de la série Fleabag notamment, explique d'ailleurs peut-être cela. This is my stop. Goodbye. You were excellent. You too. Next time, stay longer. I will. Hey, a cigar for Felix. Thank you. Come on. Ciao. Ciao. Au final, à chaque revisionnage de la saga Craig, cette sensation de voir deux Bonds me hante. Une distance énorme sépare le caractère de celui de l'agent de Casino Royale et Quantum of Solace de celui de Skyfall et Spectre. Ils ne sont simplement pas écrits de la même façon et Daniel Craig n'y est même pas dirigé de la même manière. Peut-être peut-on également le justifier par une utilisation de la caméra déjà plus distante, ou par des premiers films qui sont extrêmement character-driven, tandis que les deux suivants sont plus story-driven. Toujours est-il que ce gouffre est réduit par No Time to Die, ce qui semble relever du miracle. Il offre une conclusion digne de ce nom à un James Bond plus toxique et malchanceux que jamais, et donne l'impression que Daniel Craig nous a fait voir toute la saga. Et honnêtement, c'est un peu le cas. Bonne chance aux IA de chez Amazon pour passer après cette ère qui a déjà tordu et remanié les codes de la saga. Ceci dit, la vraie prouesse de No Time to Die, déjà tentée avec Spectre, c'est de nous donner le sentiment que oui, ces 5 films se suivent, que tout est cohérent alors que ce n'est évidemment pas le cas. Le film conclut l'ère Craig, mais rétrospectivement conclut aussi l'ère Eon des producteurs Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, et que le résultat soit aussi réussi, que la franchise James Bond se soit terminée aussi bien, était inespéré. On sait bien que c'est pas toujours facile. I need you to trust me. One last time. Je suis pas énervé, Tom Cruise. Je suis juste déçu. D'un point de vue tout à fait personnel et en prenant du recul sur cet axe de deux James Bond, la saga Craig dans son ensemble, c'est la saga avec laquelle j'ai grandi et dont j'ai vu tous les films au cinéma, donc c'est toujours avec une pointe d'émotion que je finis le visionnage. Honnêtement, je pense d'ailleurs que j'apprécie les 5 films à des niveaux différents. Si vous avez le sentiment que j'encense Quantum of Solace, je trouve en réalité que c'est un film d'action assez désagréable, tandis que si je descends Spectre dans son écriture, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le revoir, et je le trouve très divertissant. Chaque film a ses défauts et ses qualités. No Time to Die, malgré tout mon amour, a un vilain incarné par Rami Malek absolument désastreux. Ce n'est jamais parfait, mais en même temps, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ces 5 films avec un personnage aussi limité que celui de James Bond.
Nous verrons bien, et même avant un prochain film, le jeu d'IO Interactive devrait de nouveau nous faire revisiter les origines de l'agent secret le moins discret du monde dans quelques mois. To James. 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 Right. Back to work. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour exprimer votre désaccord ou votre accord. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et surtout si vous pouviez partager la vidéo, c'est vraiment une grande aide. Voilà, c'était cool à préparer, c'était cool de revoir les 5 films, c'est toujours avec un grand plaisir que je le fais. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo que je n'ai pas du tout anticipée pour le moment, et d'ici là, portez-vous bien.